Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci de votre fidélité. Nous sommes sur la avec trois fréquences, 88.3, 96.5, 6.9. L'émission est en deux parties. Une partie qui est retransmise en direct sur Facebook, donc partie actualité, des constructions, information nationale. Et une deuxième partie qui n'est que sur les ondes. Vous pouvez suivre aussi sur Internet, sur vos smartphones, il y a une application, et à laquelle vous pouvez participer en téléphonant au 03 14 03. Donc voilà. Et aujourd'hui, pour ce qui concerne l'actualité internationale, nous allons commencer par les manœuvres de la France en Kanaki et au Vanuatu. Pour l'actualité nationale, eh bien, c'est le tour des Yon qui a retenu notre attention. Nous ferons des commentaires et qui vont nous amener à la partie déconstruction. Et précisément, à partir de cet exemple-là, nous allons voir ce qui peut garantir le développement de notre pays. Est-ce que ce sont les dites aides ou expertises étrangères ou bien la détention du pouvoir politique? Donc voilà pour le programme et nous allons commencer avec les manœuvres de la France en Kanaki et au Vanuatu. Donc le président français Emmanuel Macron est allé dans ce qu'on appelle la zone Indo-Pacifique pour affirmer la présence de la France comme puissance régionale et il a vu toute une série de pays, mais je vais m'arrêter en particulier sur la Kanaki et le Vanuatu parce que c'est là qu'il a émis des discours qui nous amènent à réfléchir directement sur la question coloniale et en particulier la situation de notre pays. Donc, l'objectif de cette visite, d'après le président Macron même, c'était de contrer les influences des États-Unis et de la Chine dans la région pour montrer que la France est une puissance indo-pacifique. Donc, c'est vraiment la compétition inter-impérialiste qui se manifeste là et il va montrer que nous, la France, nous sommes une puissance inter-impérialiste. Mais le caractère ubuesque vraiment surréaliste de la situation, c'est quand le président français déclare qu'il faut dénoncer les impérialismes. Il faut s'attaquer aux nouveaux impérialismes, comme si les anciens sont meilleurs. Et il a développé l'idée que la France doit défendre l'indépendance et l'autonomie des États du Pacifique. Tout particulièrement l'Océanie, plus encore en son sein, a une souveraineté, une indépendance qui est bousculée
par le monde contemporain et d'abord par la prédation des grandes puissances. Voilà les propos de M. Emmanuel Macron devenu anti-impérialiste. Mais en fait, tout le monde a bien compris à travers ces déclarations. Excusez-moi, on est là, on s'est dit, il faudrait peut-être laisser le retour. Voilà. Donc, le président Emmanuel Macron a insisté pour dire que son objectif principal, c'est de s'opposer aux ambitions de la Chine. Et à plusieurs reprises, dans ses différents discours, il a attaqué la politique de la Chine dans la région. Ceci dit, il était dans une colonie française, au Kanaki, au-delà de toutes ces idées stratégiques, hein, et il voulait régler la question du droit à l'autodétermination du peuple kanak, à laquelle il faut mettre fin. Et c'est ce qu'il a dit. La Nouvelle-Calédonie est française parce qu'elle a choisi de rester française et la place de la Nouvelle-Calédonie sera donc dans la République. Alors, mais il faut rappeler que les premiers référendums ont donné un nom à l'indépendance, mais avec un corps électoral, même s'il avait été aménagé, qui permettait à des Français, donc des gens qui ne sont pas concernés par l'autodétermination, de participer au vote, qui leur donnait ce droit-là. Et puis, le deuxième des référendums a vu une progression. Et la dernière fois, tout le monde a constaté qu'il y avait un basculement qui allait se faire, qu'une fraction des Caldoches commençait à voter pour l'option indépendantiste et les observateurs disaient la prochaine fois ce sera l'indépendance. Donc ce monsieur a décidé qu'il faut modifier le corps électoral. C'était l'un des buts de sa visite en Kanaki, hein, pour dégeler le corps électoral qui avait le droit de participer au référendum d'autodétermination en permettant à des Français qui sont là depuis 7 ans de voter. On sait que depuis la politique, la circulaire de Mesmer, il y a une politique consciente de peuplement par des colons français, ce qu'ils appellent des expatriés, des ressortissants, pour empêcher que le peuple kanak ne jouisse de son droit à l'autodétermination. Donc voilà ce qu'il a voulu annoncer, et une réforme de la Constitution de la 5e République sur la question de la Nouvelle-Calédonie, de son province, pour rendre, disons, définitif la mainmise de l'impérialisme français sur la Kanaki. Alors on comprend bien que quand il a invité indépendantistes et non indépendantistes dans les locaux du Haut Commissariat pour faire son déclaration, eh bien, les indépendantistes ont proprement boycotté. Ils ont refusé d'aller puisque c'était une remise en cause du droit à l'autodétermination que Macron préparait. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est la déclaration de Macron dans cette réunion. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai été personnellement blessé, le pauvre. Il nous a même donné un peu plus vite. Bon, au-delà de ces simagrées habituelles, le fait, c'est que les indépendantistes kanaks ont pris cela comme une insulte et ont bien l'intention de relancer la lutte pour l'indépendance de la Kanak. D'ailleurs, il y a eu des manifestations en France de soutien à l'indépendance de la Kanaki, dont on n'a pas parlé dans les grands médias. Mais nous avons dit Kanaki et Vanuatu, parce que Emmanuel Macron est allé aussi dans ce nouvel État indépendant, parce que le Vanuatu était aussi une colonie française qui a accédé à l'indépendance. Je fais une parenthèse concernant la guerre d'information et la lutte idéologique. Au Vanuatu, il y a un journaliste français, Thierry Desjardins, qui est persona non grata. C'est-à-dire que s'il met les pieds au Vanuatu, peut-être qu'il ira en prison dans le meilleur des cas, mais la population du Vanuatu l'attend. Pourquoi? Parce que 3 ans après l'indépendance du Vanuatu, ce monsieur s'est rendu et a cherché les nouvelles autorités, les chefs coutumiers pour dire: ah oui, moi, c'est bien de s'émanciper
vous avez fait des progrès. Alors, vous pensez bien que les nouvelles autorités, ils font filmer les réalisations en peu de temps, comment on s'organise. Et ce monsieur dit, bon, c'est bien, mais j'aurais aimé filmer des choses du passé pour faire de mon reportage un parallèle avant et après. Et on a emmené visiter, filmer des vieilles cases, des endroits où les gens, la population locale était de la misère. Et ce voyou a, dans ce reportage, gommé les aspects positifs et dit, ils veulent l'indépendance, voilà leur état. Vous comprenez bien que s'il met les pieds là, il ne sera pas le bienvenu. Je ferme la parenthèse sur l'histoire de guerre idéologique pour revenir à la question du Vanuatu. Dans sa stratégie d'essayer d'avoir des alliés, Macron va au Vanuatu et essaie de discuter, bon, attention à la Chine, venez. Mais l'esprit colonialiste, suprémaciste, c'est tellement fort que dans le même temps, la France fait une agression contre l'indépendance du Vanuatu. Il y a deux petites îles, Matous et Hunter, qui dépendent du Vanuatu. Mais c'est des petits cailloux, il n'y a rien dessus, il n'y a pas d'habitants. Mais la France, il faisait des recherches et des opérations militaires. Et elle déclare que je ne vais pas sortir du Vanuatu. À l'occasion de cette visite-là, le FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak, sort un communiqué pour dire non. Et si nous sommes au pouvoir, nous n'allons pas prendre ces rocs du Vanuatu parce que nous, les Mélanésiens, dans notre histoire, il y a une répartition qui est faite et ces rochers-là appartiennent au Vanuatu. Les natifs, les Mélanésiens, les Kanaks, voilà ce qu'ils disent. Et puis les colonialistes français. Le monsieur qui vient dire il faut combattre les impérialistes, attention aux nouveaux impérialistes, impose la domination française sur ces deux rochers qui sont à 300 km de la Kanaki. C'est pour vous dire, on se rappelle de l'esprit sur de Mayotte, on a parlé du référendum, pour montrer la mauvaise foi de ces gens-là et pour dire que, en fait, la question c'est bien de se débarrasser de l'impérialisme français. Et je tiens à dire que les médias auraient pu profiter pour nous dire qu'à la période où pour préparer son voyage, je crois que c'est le 9 juillet, la justice française prenait un verdict concernant l'ancien ambassadeur français au Vanuatu. Au mois de février, plainte avait été déposée contre ce monsieur qui, de passage en Kanaki, avait agressé sexuellement deux femmes. L'ancien ambassadeur français. Et le dossier était tellement criant que la France l'a relevé de ses fonctions. Mais n'empêche que les plaignantes avaient entamé une procédure judiciaire. Et c'est pas n'importe qui. L'une des deux plaignantes, c'est bon, c'est une responsable, je n'ai plus ça sous les yeux, mais c'est une des responsables de secteur économique et en Nouvelle-Calédonie. C'est pas n'importe qui mon voit, mais le suprémaciste blanc croit qu'il peut agresser dans une réunion publique, dans un raout, un cocktail, une ressortissante. Alors, cette dame s'appelait Roby Jude. Et puis donc, le 9 juillet, la justice française dit le dossier est classé. C'est clair. Alors évidemment, la dame en question et ses avocats n'ont pas l'intention de rester là, ils vont pousser. C'est pour vous dire le suprémacisme, ça veut dire. C'était secondaire dans l'histoire, mais ça nous montre que la question fondamentale qui se pose aujourd'hui, c'est l'éradication de l'impérialisme français, et en ce qui nous concerne aussi. Et ça m'amène à la deuxième question, l'actualité nationale de tous les gars. C'est beau ça, cette manifestation. Des milliers de gens, des gens qui prennent des produits locaux et tout ça, la ferveur, on est fiers. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans les commentaires de tous les journalistes martiniquais étrangers? C'est ici seul qu'on a fait ça. C'est un sport spectaculaire, extraordinaire, mais artistiquement c'est beau. Les yoles avec les bras d'essai,
dans des calendriers partout dans le monde. Et puis en même temps, on a les reportages sur la yole qui est à Monaco. À Monaco, messieurs, c'est un produit d'exploitation, un produit d'appel. On connaît la Martinique. C'est bien, c'est vrai ça. Mais avant d'aller plus loin, en termes de déconstruction, je souhaiterais que chacun de nous, Martiniquais, enfants, adultes, se pose la question, qui a conçu l'aïeul? Qui a fait l'aïeul? Qui a imaginé les couches de l'aïeul? Est-ce que c'est un ingénieur de marine dans un cabinet parisien, un homme à 10 diplômes, etc.? Est-ce que c'est la direction de la mer qui est ici, qui gère la pêche, qui donne des vols? Qui a inventé les vols dans des conditions très difficiles pour survivre, pour pêcher, pour pouvoir vivre dans le pays sans aucune décision, sans aucun conseil, sans aucune expertise venant d'un Français colonialiste. C'est pas des marins pêcheurs. Ceux-là même qu'on regardait de haut, ceux-là même qu'on choisait, c'est dire que le génie, l'intelligence, elle est dans l'esprit du peuple martiniquais. Et que tous les problèmes de vie, pêche, agriculture, etc., santé, qui ont été résolus par le peuple martiniquais depuis le temps où nous étions esclavagisés et pendant toute la période de colonisation sous la domination de la caste, les réponses venaient des Martiniquais. Et l'aïeul, c'est un exemple extraordinaire parce qu'au niveau universel, incontestablement, c'est vu comme quelque chose de génial, de fantastique. On n'a pas le droit d'être fiers de nous. On va continuer à nous autodénigrer. Ça n'est pas seulement valable pour nous. Hein. Je vais parler de Kanaki tout à l'heure. Les banques mélanésiennes, 2000 ans avant l'arrivée des Européens, leur conception avec les flotteurs à côté, etc., qui leur permettaient de traverser le Pacifique. Les Mélanésiens, les Kanaks qui ont méprisé, qui ont traité de singes, de macaques, et eux qui payent. Aujourd'hui, les catamarans, les trimarans, tout ça. C'est ce patrimoine d'intelligence et cette expérience des Mélanésiens qui leur permet de faire ça. Et ils ont déposé des brevets. Donc, première question, ce sont des Martiniquais avec le génie martiniquais, l'intelligence martiniquaise qui ont permis que nous ayons ce trésor à offrir à l'humanité. Ouais, mais attention, le jeudi 17 décembre 2020, la YOL Route de Martinique a été inscrite au registre, je cite, des bonnes pratiques de sauvegarde du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Qui a lancé cette dynamique? C'est le Martiniquais qui est passionné, etc. Quelles que soient ses options politiques, etc. C'est un Martiniquais qui dit, ah, mais ce serait une bonne chose. On va voir les effets intéressants et on verra après. C'est pas l'État français qui a dit, ah, mais le Martiniquais, le café des bons bagages, il faut promotionner le génie martiniquais. C'est le Martiniquais qui a lancé ça. Mais oui, mais quand l'UNESCO reconnaît cela, inscrit cela, après un long travail, cela est inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel et immatériel français sous le contrôle du ministère de la Culture français. C'est quoi ça? Ça veut dire que le génie du peuple martiniquais qui peut rapporter réputation et finances au niveau international, il y a un patrimoine français. Il n'y a pas d'un patrimoine martiniquais, il y a un patrimoine français. Quelle conséquence ça? Ça veut dire que si en Indonésie, le gouvernement dit, ah ben, maman, c'est formidable, on va inviter la YOL
à une manifestation nautique que nous organisons, etc. À qui s'ils vont demander l'autorisation? Qui c'est qui va accepter ou refuser? C'est pas la Fédération des Yolbon de Martinique, c'est pas la CTM, c'est le ministère français. Et le ministère français peut très bien dire, ouais, d'accord, mais si nous voyons ça là, le caïpet de Rigat, nous n'avons pas le pouvoir de tirer profit de ce qui est une création incontestable du génie martiniquais. Il y a au patrimoine français. Pourquoi pas au patrimoine? Nous étions indépendants, ce serait au patrimoine martiniquais. Et les retombées, on le verra tout à l'heure dans la partie des constructions, pourraient être immenses pour le peuple martiniquais. Alors, on n'a pas de matière première, mais en source de revenus. Mais on va en parler de la partie des constructions. Alors, parlons des retombées là, depuis que c'est devenu un événement incontournable, qu'on voit dans tous les pays du monde. Quand vous suivez Martinique Première, de temps en temps, dit oui, quelqu'un qui nous suit de Nouvelle-Calédonie, de Kanaki, du Cameroun, et nous envoie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde entier suit cet événement-là. Alors, quelles sont les retombées? Qui gagne dans cette affaire-là? On ne peut pas ignorer que tout un pan de l'économie familiale, domestique du peuple martiniquais est boosté. On va vendre des snowballs, on va vendre des poulets grillés, des chapeaux, etc., des maillots. Donc, il y a une montée en puissance d'une économie populaire permise par le tour des yoles. Tous ces gens-là qui sont là, ils ne sont pas à McDo, encore que peu, 2 ou 3 familles peuvent passer un acheter sur le passage. Mais on a un produit qui booste l'économie. Question jusqu'à quand? Parce que les normes et la législation française, petit à petit, contrôlent, encadrent, décident, etc. Au fur et à mesure que le produit devient rentable, on est un système capitaliste. Les capitalistes français comprennent le contrôle du marché. On est un système d'économie de marché. Il suffira de mettre une règle pour interdire de vendre dans telles conditions de presse. Parce que dans l'économie populaire, il y a une frange qui n'est pas contrôlée par les services de l'État. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser faire n'importe quoi. Mais quand vous allez à cette lucide où il y a pas de contrôle sous la base de législation européenne, occidentale, qui exige qu'il y ait une matière de réfrigération qu'on va vous imposer. Il y a un moment où ils ont essayé d'imposer des armoires réfrigérées sur les marchés de Port-de-France. Donc, on n'est pas maître du pouvoir politique. Ce produit économique rentable va sortir des mains de la population pour aller dans les mains des grands capitalistes. 2 ou 3 personnes qui étaient le coco là, les maîtres de la case ont commencé à planter coco, et mettre en bouteille, etc. Ça veut dire qu'on est dans une lutte, si on n'a pas un pouvoir politique pour dire ce marché-là nous appartient à personne d'autre, on risque de le perdre. Mais par contre, il y a d'autres gens qui bénéficient beaucoup plus. Les sponsors. Salut à Thierry qui fait notre journal là, qui ne parle pas de quand Thierry fait le compte rendu de la Cour des Gueules, il dit Chapinot fait ci, il fait ouais, il dit non, si on veut promotionner l'identité martiniquaise, un produit d'appel qui attire les touristes étrangers, etc. On parle des gueules martiniquaises avec les noms, des affaires, etc. C'est un piment. Mais quand les gens regardent Orange et électricité, ce sont des multinationales. La multinationale finance la gueule. Et puis on dit, ah
ouais, heureusement, là, je tiens à remercier les sponsors, parce que si c'est eux, si c'était pas eux, on n'aurait pas pu acheter de voile. Mais ce qu'elle gagne par rapport à ce petit investissement-là qu'elle fait, c'est une publicité mondiale. Alors, nous, là, on dit, vive Orange, Orange, qu'a pigé nous. Et puis, les contrats de téléphonie, qu'a coupé les nous, qu'a coupé les gens, nous, si nous pas payés. Mais à n'importe quel moment, c'est dans l'escroquerie. Et on dit qu'on donne sponsor qu'à nous. Il y a une YOL qui ne trouve pas de sponsor. Mais oui, mais le problème, c'est quoi? C'est que oui, les YOL doivent être financés. Mais leur financement ne doit pas être soumis au bon vouloir de capitalistes, de sponsors capitalistes. On peut admettre l'idée qu'on décide d'accepter des sponsors à condition que ce soit gagnant-gagnant. L'idée, c'est que quand on n'a pas de pouvoir politique, on ne peut pas imposer. On n'est pas dans un rapport de force où on peut imposer des conditions à celui qui tire des profits énormes. On peut dire, bon, d'accord, nous avons fait un bagage, nous avons mis rouge, mais attention, premièrement, on augmente la demande de sponsor. Il faut s'engager sous tant d'années, sous tant etc. minimum. On a des lois, on impose aux sponsors de respecter les yoleurs en fonction des bénéfices qu'ils tirent. Combien touche un yoleur après cette course extraordinaire, épuisante, qui demande entraînement, qui demande sacrifice, etc. Combien touche-t-il? Est-ce qu'il touche le demi-quart du dixième de ce que les footballeurs professionnels touchent? C'est aussi là, il y a est-ce qu'il va rester, on lui donne, on va rentrer dans ce marché de capitaliste-là en oubliant que notre économie doit être alternative. Que les yoleurs, comme les footballeurs martiniquais de base, doivent avoir des conditions d'entraînement, de rémunération correctes. Moi-même, personnellement, je ne suis pas d'accord avec 20 milliards parce qu'il y a un coup de pierre de boule. Mais quand même, quand on est une star, quand on joue bien, quand on est un modèle, il faut qu'on soit justement récompensé. C'est Yoléal qui a sous-battu ça. Ce qu'il donne à la Martinique, à l'humanité, ça n'a pas mérité. C'est là que le pouvoir politique se pose. Parce qu'on peut imposer aux sponsors des limites, mais on peut choisir de développer, d'investir ça. C'est-à-dire donner aux sociétés qui animent des clubs de viol autant d'argent qu'on donne à une société pour faire un film tropique criminel. Mais ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait le pouvoir de décider de ces financements. Et puis, il faut qu'on ait une autre conception du développement. Donc, ça, ce sont les réflexions que je voulais faire concernant le trou d'égole précisément, mais ça nous amène, comme on a suggéré à plusieurs reprises, à parler de la question du pouvoir politique. Qu'est-ce qui peut garantir le développement de la Martinique, de notre pays? Est-ce que c'est des aides étrangères, des subventions, on a déjà parlé, du sponsoring, l'expertise des Occidentaux, ou bien est-ce que c'est le pouvoir politique martiniquais, souveraineté, indépendance, c'est ça, qui s'appuie sur le génie martiniquais et qui recherche les intérêts économiques, culturels des Martiniquais? C'est la question qui se pose. Alors, comme j'avais demandé à chacune de se poser la question, qui a construit les YOL? Pour arriver à prendre confiance en nos capacités, je vais poser deux autres questions pour répondre à celle que je viens d'énoncer. À chaque Martiniquais, Martiniquaise. Première question. Est-ce qu'on peut vraiment, en toute intelligence, faire confiance au gouvernement impérialiste occidentaux, au pouvoir colonial français, pour dire, voilà un pays qui a des problèmes, je vais les résoudre, je vais leur donner les moyens. Ce
gouvernement particulier qui est à la solde de l'ultralibéralisme multinational, qui crève les yeux des gilets jaunes qui demandent leur droit. Alors, nous, Martiniquais, nous pouvons dire que, bon, ben, il faut qu'on s'agrippe à ce pays-là, il ne faut pas qu'on le laisse, parce que si on le laisse, on ne pourra pas. Alors, c'est monde dans la route du pays. La première question, mais chacun posons-nous cette question, tirons les conclusions. Pouvons-nous faire confiance au pouvoir colonial français pour développer le pays? N'a-t-il pas un intérêt à s'agripper? N'est-ce pas lui qui tire plus d'argent? Je crois que c'est Jean-Pierre Ocot, un ministre, qui avait dit, chaque fois que l'Europe investit 1 euro, il faut qu'il laisse 5 en retour. C'est vérifiable pour la partie. Quand on regarde le déficit de la balance commerciale, etc. Bon, deuxième question. Faut-il continuer à croire en des modèles économiques de développement qu'ils propagent, que leurs économistes propagent, que leurs hommes politiques propagent? C'est la consommation. Il faut créer des grandes infrastructures. Il faut avoir la 5G de Grand-Rivière à Sainte-Anne. Il faut la compétitivité. Il faut savoir se vendre, se battre. Donc, il faut baisser les coûts pour essayer de dominer les autres. C'est la réussite individuelle qui est déterminante. Hein? C'est l'entrepreneuriat individuel qui nous permettra de. Est-ce que ces modèles économiques-là peuvent nous donner l'espoir de régler nos problèmes et de nous développer? La réponse, vous l'avez. Le problème, c'est que nous sommes prisonniers du conditionnement. On répète ça, on répète ça. Donc, dans notre tête, oui, bon, je veux créer mon entreprise, etc. Mais aussi, on se laisse prendre à la flatterie. Il n'y a qu'à flatter nous. Je fais une parenthèse sur une technique particulièrement vicieuse qui est en cours depuis une trentaine d'années. Qui m'a dit, Stéphane, on va voter, ouais, on vous demande de voter pour le plus beau village de France, le plus beau monument de France, le plus bel arbre de France, le plus toute bagaille de belle, etc. Et puis, on est en compétition. Et on a installé pour le village. Il faut voter pour que. C'est quoi cette histoire de plus beau village, plus belle arbre? Non, c'est le culte de la compétition, le culte de la loterie, mais surtout, c'est l'aliénation, l'assimilation organisée. Si mon village est le plus beau village de France, je suis français. Si mon pied-bois est le plus beau pied-bois de France, je suis français, etc. Mais on est pris dans cette compétition, de cette loterie, on veut gagner. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train de vendre. Parce que les retombées, c'est quoi? Au-delà de l'assimilationnisme, on dit, beaucoup de politiciens, d'économistes, disent ça. On se fait connaître. Donc, on va attirer des investisseurs. On va attirer les investisseurs pour faire quoi? L'investisseur, il dit, ah, c'est une belle carte postale. Il faut que je construise un hôtel sur la plage de Chenchen pour avoir de l'argent. Il faut que je fasse une entreprise. C'est-à-dire, on appelle des gens pour prendre le contrôle de l'économie de notre pays. Mais on appelle des gens aussi pour occuper notre pays. Je ne discrimine personne, mais dans la course, on interroge une personne. Ah oui, j'habite ici. Mais c'est bien, etc. Alors, j'ai trouvé un terrain pour toi à Saint-Joseph. Viens t'installer. De toute façon, tu vas trouver un travail, puisqu'il y a discrimination. Donc, je produis l'appel pour que les gens viennent s'installer chez nous. Puisque l'Europe est en train de réaliser qu'ils sont chassés de partout. Donc, il faut aller s'installer dans des endroits sûrs. Comme la France le dit, la Martinique est sûre, notre armée veille au grain, nos gendarmeries sont dans toutes les communes. C'est moi le ministre qui donne du travail. Les
les négresses qui sont dettées, qui ont fait leur maison, qui s'occupent de leurs grands-parents, je les envoie à Versailles et puis je fais des gens venir ici travailler. C'est eux qui captivent. Mais on a, mais les Français qui voient qu'ils ont vu de toutes les gueules. Maman, faut que même des mutations, moi, en Martinique. Moi, quand il les pieds dans l'eau, moi, quand il garde le soleil, et ils sont aidés par l'administration française qui veut accélérer le génocide par substitution. Il y a cela. Mais il y a un autre effet pervers qui est encore plus grave. Je vous invite à aller voir un replay sur Arte, une émission qui passait cette semaine concernant les Dolomites. En Grèce, on a reconnu cette région comme patrimoine de l'humanité. Et les gens étaient très d'accord. La population, oui, on a des touristes, etc. Le maire qui a été interviewé, ah oui, ça portait des devises. Mais, actuellement, il a dit arrêtez, on ne peut pas. Parce qu'il y a un afflux incontrôlable et parce qu'il y a une dégradation totale de l'environnement. Donc, finalement, le fait que ça a été promu patrimoine, vulgarisé au niveau international, transformant la région en produit d'appel, se retourne contre les gens qui voient leur environnement détruit. Ce n'est qu'un exemple, vous en trouverez beaucoup d'autres. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas se laisser couper par la flatterie, par des quorums, etc. Il faut mettre en avant les intérêts réels du pays, la protection de son environnement, de sa culture, de ses traditions, et faire en sorte que les activités économiques générées par le génie créatif servent à enrichir le pays et personne d'autre, pas personne d'autre. En tout cas, pas des multinationales, pas des escrocs capitalistes. Comprenez pour cet aspect que je viens de développer qu'il y a une volonté d'occuper le pays. Non seulement la Martinique colonie française, mais toutes les zones qui sont porteuses de terrain, qui permettent de fuir l'hiver. Il y a une émission qui passe chaque semaine, 50 minutes inside. Chaque fois, on vous montre des Français qui sont allés à Thaïlande, en Afrique, au Maroc, et puis qui se sont enrichis. On fait le culte de ces gens-là. Regardez, ils sont arrivés, ils ont fait un réseau. Chaque semaine, on vous montre 2 ou 3 exemples. C'est pas tellement pour nous, hein. C'est pour que la population française aille peupler ces colonies et renforcer la domination des Occidentaux suprémacistes. Alors, l'exemple que nous avons donné concernant l'aïeul, sur notre génie, la possibilité de régler nos problèmes, nous pouvons le développer dans tous les domaines. Je cite simplement, nous n'avons pas le temps d'aller très loin. La santé. Pendant qu'ils pigé nous, pendant qu'ils maltraité nous, pendant qu'ils n'ont pas payé docteur, ils n'ont pas payé opération, le génie du peuple martiniquais, appuyé sur les connaissances ancestrales africaines, amérindiennes, indiennes, soignait la population. On a une connaissance des plantes médicinales qui nous permettait, là où on colique, pour pas aller aux urgences, pour faire route, pour être 3 heures dans le couloir, vous êtes capable de du thé bouton voyant, etc., etc. Du jour au lendemain, les criminels viennent vous dire, moi, des fois, nous manger des plantes médicinales parce que ça peut, si on utilise mal, ça peut causer des maladies. Un préfet, ça permet de téléphoner à un maire pour lui dire, d'interdire un village où on présente des plantes médicinales. Heureusement, il voyait. Des parlementaires viennent dire, ah, c'est pas de la science. Il faut faire confiance à la science pour obliger au point une injection expérimentale. Mais pendant ce temps, leurs effets non médicinales isolent les éléments actifs et
inscrit au patrimoine français. Puis, regardez, ici, à fait du à Toubo, vous n'avez pas le droit de faire du à Toubo pour vous, parce que il faut demander l'autorisation à la pharmacopée française. Vous voyez ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on nous dépossède de notre génie, des réponses qui ont permis à notre peuple de survivre, pour voler ces connaissances-là, en faire des gélules avec effet secondaire. La santé, c'est nous qui avons la réponse. L'éducation, c'est nous qui avons la réponse. L'éducation déviée, qui tue l'esprit critique, qui endoctrine, etc., imposée par la France, dévient la société martiniquaise. Tant qu'on n'aura pas nos manuels, nos programmes décidés par nous et personne d'autre, nous aurons une société dirigée. Éducation. Le commerce international. Tant que nous n'avons pas ni possibilité de nous commercer et puis c'est ici, nous accepter pétrole, pétro-caribé, etc., on n'aura résolu aucun problème. La violence. Tant que nous n'avons ni possibilité de dire policier Martinique qui a demandé mutation depuis combien d'années de France, nous pas faire venir. Mais nous pas accepter le RED et puis le GIGN, venir l'hôtel pendant des mois. Nous n'allons aucun problème. Donc, dans tous les domaines, c'est la question de la souveraineté, de l'indépendance politique qui se pose. Et cela se prépare. Il faut s'appuyer sur le génie populaire sans à aucun moment rejeter les experts, les scientifiques, martiniquais et étrangers qui acceptent de servir le projet martiniquais pour dire, bon, voilà ce qu'on va faire. Et il faut qu'on ait un pouvoir politique pour décider de toutes ces questions-là. Nous avons des jeunes qui sont experts, qui ont des diplômes, qui sont compétents, qui travaillent au Qatar, au Vietnam, partout, qui ont des niveaux extrêmement élevés, qui sont dans l'informatique à Londres, vous tous en connaissez. Si ces gens-là avaient des possibilités de vivre et de travailler au pays, ou bien d'aller travailler dans un autre pays en liaison avec le pays, en accord, en partenariat avec leur nation. C'est pas là, nous techniques. C'est pas si progrès, si développement nous fait, mais pour cela, il nous faut avoir le pouvoir politique. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que on peut être d'accord théoriquement, ah oui, ça c'est fait, ça c'est fait, etc. Et puis rester bras croisés. Mais à ce moment-là, il faut qu'on dise, maman, nous pas comment ça va passer aujourd'hui sous la tête. Il y a une urgence fondamentale. Pour s'organiser contre les dérèglements climatiques, prévenir, avoir un plan de structuration du pays qui met ça en priorité, il faut être indépendant. Pour pouvoir lutter contre le consumérisme débridé, les déchets inutiles, il nous faut avoir un pouvoir politique. Pour avoir un plan de production agricole autocentré, endogène, qui nous aide à manger, il nous faut avoir la souveraineté. Pour développer l'autosuffisance, marcher vers l'indépendance sur le plan alimentaire, il nous faut avoir la souveraineté. Il y a urgence. Vous avez entendu parler de l'histoire du jour du dépassement des richesses de la terre. La semaine dernière, je vous renvoie à ces recherches. Vous avez entendu parler des inondations à Pékin. Je vous renvoie aux informations. Nous ne sommes pas à l'abri. Hein. Nous sommes au cœur de ces difficultés-là. Ce n'est pas le fait qu'un métier canario. Et Joumalet, Tani, Kangane. Donc, des éléments pour notre réflexion. On se retrouve dimanche prochain pour
une autre synthèse.